Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Thomas Morrison avait toujours cru connaître sa femme mieux que quiconque au monde. 23 ans de mariage forgent en ce genre de certitude, une intimité discrète où l'on devine l'humeur de l'autre à la façon dont il claque la portière de la voiture ou remue son café le matin. Jennifer était prévisible de la meilleure des manières. Stable, présente. Il vivait dans une maison à 2 étages à Naperville, une banlieue tranquille de Chicago, où les rues portaient des noms d'arbres et où les voisins se saluaient le week-end. Thomas était comptable principal dans un cabinet réputé du centre-ville. Il se levait à 6 heures chaque matin et buvait son café noir en lisant les nouvelles sur sa tablette. Jennifer, coordinatrice d'événements d'entreprise, quittait la maison à 8 heures et revenait généralement vers 18 heures. Ils dînaient ensemble, en regardant une série ou en parlant de leur journée. Leurs filles, Rebecca et Caroline, avaient grandi et quitté la maison, l'une à Boston pour son master, l'autre à Denver dans une start-up. La maison était silencieuse désormais, mais c'était un silence confortable et familier. Du moins, jusqu'à ce week-end de mars. Jennifer avait planifié cette retraite des mois à l'avance. Un séjour thermal dans le Wisconsin, 3 jours avec ses sœurs. Elle le faisait une fois par an, depuis le décès de leur mère 2 ans plus tôt. Thomas n'y voyait aucun inconvénient. Rachel, Michel et Amanda avaient toujours été proches de Jennifer et il les appréciait. Il était présent aux barbecues familiaux, aux anniversaires, aux fêtes. Quand Jennifer est partie ce vendredi matin-là, sa petite valise dans le coffre et un sourire excité aux lèvres, Thomas l'a embrassée sur le front et lui a dit de bien en profiter. Il a passé le week-end seul, à faire ce que font les hommes dans ces moments-là. Regarder des matchs de basket, commander des pizzas et enfin, ranger ce garage qu'il remettait à plus tard depuis des semaines. C'était un week-end ordinaire. Mais quand Jennifer est rentrée le dimanche soir, quelque chose avait changé. Thomas ne parvint pas à mettre le doigt dessus immédiatement. Elle avait la même apparence, portait les mêmes vêtements, la même valise. Elle est entrée, a posé son sac dans l'entrée, l'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était fatiguée, que le spa avait été merveilleux mais intense. Elle a pris une douche, mangé quelque chose de léger et s'est couchée tôt. C'est au cours des jours suivants que Thomas commença à remarquer de petites choses. Autrefois, Jennifer laissait son téléphone n'importe où. Sur le comptoir de la cuisine, la coudoir du canapé, la table basse. Désormais, il était toujours dans sa poche ou face retournée lorsqu'elle le posait. Elle vérifiait ses notifications avec une fréquence nouvelle, presque nerveuse. Chaque fois que Thomas entrait dans la chambre et qu'elle était sur son téléphone, Jennifer verrouillait rapidement l'écran, comme prise en faute, et lui adressait un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Le mercredi suivant son retour, pendant le dîner, Thomas mentionna nonchalamment qu'il pensait acheter une nouvelle voiture, peut-être quelque chose de plus récent. Jennifer réagit à peine, se contentant d'un distrait, tout en jetant un coup d'œil au téléphone posé à côté de son assiette. Il lui demanda si elle l'écoutait. Jennifer leva les yeux, s'excusa et prétexta que c'était le travail, un client difficile qui n'arrêtait pas d'envoyer des messages. Thomas ne dit rien, mais un poids étrange s'installa dans son estomac. Jennifer n'avait jamais été du genre à mélanger travail et dîner à la maison. Et puis vinrent les jeudis. Le premier jeudi après le spa, Jennifer annonça au petit déjeuner qu'elle sortait le soir avec ses sœurs. Juste un dîner, rien de spécial, pour se retrouver après la retraite.
Thomas trouva cela naturel. La semaine suivante, un autre jeudi, Jennifer dit qu'elle retrouvait à nouveau ses sœurs, cette fois pour un film. Thomas haussa un sourcil. 2 jeudis de suite, Jennifer expliqua rapidement, peut-être trop rapidement, qu'elle préparait une surprise pour l'anniversaire de leur père en juin et qu'elle devait se coordonner. C'était logique, mais la rapidité avec laquelle elle avait offert cette explication le dérangea. Le troisième jeudi, lorsque Jennifer descendit à 19 heures, vêtue d'une robe qu'il ne l'avait pas vue porter depuis des mois, un parfum notable, les cheveux lâchés et un maquillage plus soigné que d'habitude, Thomas sentit son estomac se tordre. Il était assis dans le salon, faisant semblant de lire quelque chose sur son ordinateur portable, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Jennifer prit son sac à main, vérifia son téléphone et drapa une écharpe légère sur ses épaules. En passant devant lui, elle se pencha et l'embrassa rapidement sur la joue. Le parfum était un Chanel, celui qu'elle réservait aux grandes occasions. Pour un simple dîner entre sœurs, Thomas demanda où elles allaient manger. Jennifer répondit sans le regarder, la main déjà sur la poignée de la porte, qu'elles n'avaient pas encore décidé, peut-être ce nouveau restaurant italien du centre-ville. Il demanda le nom. Jennifer hésita une demi-seconde à peine, mais Thomas le remarqua. Elle dit qu'elle ne se souvenait plus du nom, que c'était Rachel qui l'avait suggéré, et elle partit. Thomas resta là, dans le salon faiblement éclairé, l'ordinateur portable ouvert et oublié, écoutant sa voiture sortir du garage et disparaître dans la rue. Il n'était pas du genre à ressasser les soupçons, ni du genre à passer des semaines à rassembler des preuves, à construire des scénarios dans sa tête, à chercher des cheveux blonds sur des chemises alors que sa femme était brune. Thomas était un homme direct. Il l'avait toujours été. Si quelque chose n'allait pas, il le découvrirait sans tarder. Il n'allait pas vivre dans l'incertitude, laisser le doute tout ronger en prétendant que tout était normal. Alors ce soir-là, seul dans la maison vide, Thomas prit une décision. Jennifer rentra après minuit, se glissant silencieusement à l'intérieur, pensant qu'il dormait. Mais Thomas était éveillé dans son bureau, tenant déjà la carte de visite d'un détective privé, celui qu'un collègue avait mentionné des mois plus tôt lors d'une affaire de fraude maritale. Le lendemain matin, un vendredi, Thomas appela depuis son bureau. La voix à l'autre bout du fil était grave, professionnelle, sans jugement. Frank DeLuca, ancien policier de Chicago, 20 ans d'expérience dans les enquêtes privées. Thomas expliqua la situation en termes secs et factuels, comme s'il rapportait des chiffres d'un bilan financier. Le changement de comportement, le téléphone caché, les jeudis. Frank écouta en silence, puis dit simplement: « Je peux commencer jeudi prochain. S'il y a quelque chose, je le trouverai. 2 semaines maximum. » Thomas paya l'acompte par virement bancaire, raccrocha et fixa la ville en contrebas par la fenêtre de son bureau. Le trafic sur Michigan Avenue, les gens pressés sur les trottoirs, chacun avec ses secrets, ses mensonges, ses vies parallèles. Il se demanda combien de ces gens étaient trahis à cet instant même sans le savoir, combien vivaient dans une illusion aussi fragile que la sienne. Et pour la première fois en 23 ans, Thomas Morrison n'était sûr de rien. Thomas passa la semaine suivante dans un étrange état de conscience dédoublé. Une partie de lui continuait de fonctionner normalement, aller au bureau, examiner des feuilles de calcul, assister à des réunions, répondre aux emails avec l'efficacité habituelle, forgée par 2 décennies de carrière. Mais une autre partie,
une strate cachée de son esprit, était constamment en alerte, observant Jennifer avec une attention microscopique qu'il n'avait jamais eue auparavant. Chaque geste était analysé, chaque mot pesé sur une balance invisible. Elle semblait normale, ou du moins essayait de le paraître. Elle posait des questions sur son travail, commentait un dossier difficile, riait d'une blague stupide à la télévision. Mais Thomas voyait maintenant ce qu'il avait autrefois ignoré, la façon dont elle détournait le regard quand il la fixait trop longtemps, comment ses réponses venaient soit trop vite, soit trop vaguement, la tension presque imperceptible dans ses épaules chaque fois que son téléphone vibrait. Le mardi suivant, Thomas préparait le café dans la cuisine lorsque Jennifer entra, encore en peignoir, les cheveux humides de la douche. Elle prit une tasse et se tint à côté de lui pendant qu'ils attendaient que le café finisse de couler. C'était une scène qu'ils avaient répétée des milliers de fois au fil des ans, banale et pourtant intime. Jennifer fit une remarque sur le temps qui se rafraîchissait pour le week-end. Thomas murmura son accord. Puis son téléphone, posé sur le comptoir, vibra. Jennifer s'en saisit vivement, jeta un coup d'œil à l'écran, et Thomas vit son expression changer une fraction de seconde, un mélange de surprise et de nervosité. Elle verrouilla le téléphone et le reposa sur le comptoir, face contre table. Thomas demanda qui c'était. Jennifer répondit que c'était Rachel, qui confirmait quelque chose pour jeudi. Thomas but son café en silence, le liquide chaud descendant avec une amertume qui n'avait rien à voir avec la boisson elle-même. Jeudi arriva avec une lenteur torturante. Thomas savait que Frank DeLuca suivrait Jennifer ce soir-là, la première vraie nuit d'enquête. L'idée qu'un autre homme observe sa femme, photographie ses mouvements, soit témoin de ce qu'elle pouvait bien faire, remplissait Thomas d'un étrange mélange de soulagement et de nausée. Il voulait la vérité, mais il craignait aussi ce qu'elle pourrait révéler. Il partit au travail à 7 heures, comme d'habitude, mais son esprit était ailleurs. À 17 heures, incapable de se concentrer, Thomas quitta le bureau plus tôt et rentra chez lui. Jennifer arriva un peu après 18 heures, le salua d'un baiser machinal sur la joue et monta se changer. Quand elle redescendit une demi-heure plus tard, elle portait un jean foncé et un chemisier en soie qui faisait ressortir ses yeux. Talons bas, boucles d'oreilles discrètes, jolies, mais pas trop, un ensemble calculé. Jennifer prit ses clés et annonça qu'elle partait rejoindre ses sœurs. Thomas demanda où elle mangeait. Elle répondit vaguement, quelque chose à propos d'un restaurant suggéré par Amanda. Il hocha la tête et lui dit de s'amuser. Elle sourit et partit. Thomas resta assis dans le salon faiblement éclairé, la télévision allumée sur une chaîne quelconque qu'il ne regardait pas vraiment, et attendit. Le téléphone ne sonna pas cette nuit-là. Jennifer rentra après minuit, se glissa silencieusement à l'intérieur et monta à l'étage. Thomas fit semblant de dormir mais resta éveillé presque jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, vendredi, Thomas reçut un texto de Frank. Première nuit documentée. Je continue la surveillance une semaine de plus pour établir un schéma. Je vous préviens dès que j'ai du concret. Thomas lut le message 3 fois, puis le supprima. L'attente serait plus longue qu'il ne l'avait imaginé. Les jours suivants furent une torture de normalité forcée. Thomas allait au travail, rentrait, dînait avec Jennifer, regardait la télévision. Elle mentionna nonchalamment que le jeudi suivant, elle sortirait probablement à nouveau avec ses sœurs. Thomas se contenta d'acquiescer.
Le dimanche, ils allèrent faire les courses ensemble, poussant le chariot dans les allées, choisissant des fruits et du pain comme n'importe quel couple ordinaire. Thomas regardait Jennifer prendre des articles dans les rayons et se demandait qui était vraiment cette femme à ses côtés. Le deuxième jeudi arriva. Jennifer sortit de nouveau, même excuse, même préparation soignée. Thomas resta à la maison, chaque minute s'étirant comme une éternité. Cette fois, il ne pouvait même pas faire semblant de s'intéresser à la télévision. Il fit les 100 pas dans la maison, monta dans son bureau, redescendit à la cuisine, s'assit sur le porche à regarder la rue déserte de la banlieue. À 23h50, son téléphone vibra. Un message de Frank. J'ai ce qu'il vous faut, même café demain, 9h. Le cœur de Thomas s'emballa. Il répondit seulement d'accord et fixa l'écran de son téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Jennifer rentra juste après minuit. Thomas gisait dans la chambre obscure, les yeux ouverts, l'écoutant se déplacer doucement dans la salle de bain, puis se glisser dans le lit à côté de lui. Sa respiration devint régulière en quelques minutes. Elle dormait paisiblement, tandis que Thomas resta éveillé toute la nuit, le regard fixé au plafond. Vendredi matin, Thomas dit à Jennifer qu'il avait une réunion matinale et partit avant qu'elle ne soit complètement réveillée. Le café de State Street était presque vide quand il arriva à 9h précises. Frank était déjà là, assis à une table au fond, un grand dossier brun sur la chaise à côté de lui. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux gris coupés courts, avec le regard de quelqu'un qui avait trop vu la nature humaine pour être surpris par quoi que ce soit. Mais quand il regarda Thomas, il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Thomas s'assit et commanda un café qu'il savait ne pas pouvoir boire. Frank prit une profonde inspiration avant de parler. Thomas, 2 jeudis de suite, le même schéma. Je vais vous demander de vous préparer, car il ne s'agit pas seulement de votre femme. Il fit glisser le dossier au centre de la table. Thomas l'ouvrit avec des doigts légèrement tremblants. La première photo montrait le Lakeside Inn, un hôtel-boutique discret à la façade de briques rouges. Puis venaient des séquences du premier jeudi. Jennifer arrivant à 19h42, entrant dans le hall. 10 minutes plus tard, Rachel apparaissait sur les images. 15 minutes après Rachel, c'était au tour de Michelle. 20 minutes après Michelle, Amanda complétait le groupe. Thomas regarda Frank, confus. Toutes les sœurs parvint-il à dire. Frank hocha gravement la tête et passa aux photos du deuxième jeudi. Même hôtel. Mêmes intervalles de temps. Jennifer à 19h45, Rachel 10 minutes plus tard, Michelle 15 minutes après Rachel. Amanda clôturant la séquence 20 minutes après. C'est réglé comme une horloge, dit Frank doucement. Ce n'est pas impulsif, Thomas. C'est organisé, planifié. Elles ont une routine. Il y avait maintenant d'autres photos. Des hommes arrivant séparément les 2 soirs. Un en costume gris pour Jennifer, un type athlétique pour Rachel, un homme plus âgé pour Michelle, un plus jeune pour Amanda. Frank avait tout documenté, 2 jeudis prouvant le schéma. Et puis venaient les clichés les plus douloureux. Vers minuit, les 2 jeudis, les 4 sœurs sortant ensemble, se dirigeant vers le parking, bavardant et même riant, comme des amis revenant d'une agréable soirée. Frank fit glisser une clé USB sur la table. Là-dessus, il y a des vidéos
et de l'audio que j'ai réussi à capter sur le parking. Dans une conversation, on les entend coordonner les histoires qu'elles raconteront à la maison. C'est concerté, Thomas. Elles se couvrent les unes les autres. Thomas tenait la clé USB, le petit morceau de plastique pesant 1 tonne dans sa main. Il feuilleta à nouveau les photos, comme si les regarder davantage pouvait changer ce qu'elles montraient. Frank continua, sa voix professionnelle mais non dénuée d'empathie. Vu le niveau d'organisation et leur aisance, ça ne semble pas récent. Ça dure depuis un moment. Depuis combien de temps exactement? Je ne peux pas le dire sans plus d'investigation. Mais l'opération est trop sophistiquée pour être nouvelle. Thomas hocha la tête machinalement. Peu importait que ce soit des semaines, des mois ou des années. L'essentiel était la conspiration, le tissu de mensonges. 4 sœurs transformant la trahison en une activité de groupe. Thomas demanda combien il devait. Frank annonça le montant final. Thomas paya en liquide sur le champ, rangea le dossier et la clé USB dans un sac à dos qu'il avait apporté, serra la main de Frank, le remercia d'une voix qu'il reconnut à peine comme la sienne, et sortit dans la dure lumière matinale d'avril à Chicago. Il marcha sans but dans les rues du centre-ville pendant plus d'1 heure, le sac à dos lourd sur son épaule, digérant non seulement la trahison de Jennifer, mais l'ampleur de ce complot familial. Ce n'était pas une simple liaison, c'était une structure, une alliance. 4 femmes se couvrant les unes les autres, utilisant les liens du sang pour faciliter l'infidélité. Et Thomas sut, avec une certitude froide qui s'infiltrait dans chaque cellule de son corps, qu'il ne se contenterait pas de confronter Jennifer. Il démantèlerait toute l'opération. Thomas quitta le café du centre-ville avec le dossier et la clé USB, le poids des preuves pesant sur lui comme du plomb. Il erra dans les rues pendant près d'1 heure, absorbant non seulement la trahison de Jennifer, mais toute l'étendue de cette conspiration familiale. 4 sœurs, 4 maris trompés, un stratagème organisé et méticuleux qui transformait l'infidélité en une activité de groupe. Lorsqu'il rentra finalement à Naperville, c'était déjà le milieu de l'après-midi. Jennifer était dans la cuisine, préparant quelque chose pour le dîner, complètement inconsciente que son monde était sur le point de s'effondrer. Elle sourit quand il entra. « Salut mon amour, comment s'est passée la réunion? » Thomas força un sourire. Productive, très productive. Il monta directement dans son bureau, ferma la porte à clé et commença à visionner les vidéos. Les images étaient d'une clarté dévastatrice. Les 4 sœurs riant sur le parking, coordonnant leurs histoires, se couvrant les unes les autres. Thomas regarda chaque seconde, chaque image, laissant sa colère se durcir en lui comme du béton. Il n'y aurait pas de pardon, pas de seconde chance, pas de conversation privée où Jennifer pourrait pleurer et le manipuler. Cela devait être public, dévastateur. Et cela devait impliquer tous ceux qui avaient été trompés. Il passa tout le samedi enfermé dans son bureau, disant à Jennifer qu'il gérait des problèmes de travail urgents. Elle l'accepta sans poser de questions, et cette facilité avec laquelle elle croyait les mensonges, parce qu'elle vivait par eux, fit serrer les poings à Thomas. Durant ce samedi, il planifia chaque détail avec une précision chirurgicale. Ce soir-là, au dîner, Thomas mentionna nonchalamment: « J'ai pensé qu'on pourrait déjeuner demain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réuni toute ta famille. » Jennifer leva les yeux, surprise. « Demain? Dimanche? »
Thomas hocha la tête, gardant un ton léger. Oui, rien de compliqué, juste un simple barbecue dans le jardin. Invite tes sœurs et tes beaux-frères. À midi. Jennifer parut sincèrement ravie. Quelle bonne surprise! Ils vont adorer. Laisse-moi leur envoyer un message tout de suite. Elle prit son téléphone et commença à taper dans la conversation de groupe des sœurs. Thomas observait chaque mouvement, chaque sourire, tandis que les réponses arrivaient. Elles acceptèrent toutes immédiatement. Rachel envoya des émojis excités. Michel dit qu'elle apporterait une tarte. Amanda demanda si elle devait amener quelque chose. Jennifer regarda Thomas avec ce sourire qu'il connaissait depuis 23 ans. C'est fait. Tout le monde vient. Quelle bonne idée, chérie. Thomas se contenta d'acquiescer et retourna à son assiette, chaque bouchée luttant pour descendre dans sa gorge. Le dimanche se leva sur un ciel bleu parfait, un de ces jours d'avril qui vous trompent avec des promesses d'été. Thomas se réveilla à 6 heures, alors que Jennifer dormait encore. Il descendit, prépara le café et commença à mettre en scène le décor. Dans le jardin, il installa le barbecue, mit des bières au frais, disposa les chaises comme s'il s'agissait vraiment d'un déjeuner familial détendu. Mais à l'intérieur de la maison, dans le salon, il prépara la véritable scène. Il connecta son ordinateur portable au téléviseur de 65 pouces, chargea les vidéos et les photos sur le système, testa le son et mit la télécommande dans sa poche. Il vérifia toutes 3 fois. Il ne pouvait y avoir aucun problème technique. À 10 heures, Jennifer descendit dans une robe à fleurs légères. Besoin d'aide pour quoi que ce soit? Thomas secoua la tête. Non, je gère tout. Toi, détends-toi. Elle l'embrassa sur la joue et alla mettre la table extérieure. Les invités commencèrent à arriver à midi pile. Rachel et Kevin furent les premiers. Elle apporta une bouteille de vin blanc. Il salua Thomas d'une poignée de main ferme. Michel et Brandon arrivèrent 5 minutes plus tard. Elle portait un plat à gratin couvert. Amanda et Scott complétèrent le groupe, apportant des bières artisanales. Les 4 sœurs s'étreignirent avec effusion, comme elles le faisaient toujours. Cette intimité que Thomas voyait maintenant sous un jour nouveau. Les hommes se saluèrent, discutant de sport et de travail. Tout semblait parfaitement normal. Thomas alluma le grill, offrit des boissons, joua l'hôte parfait. Jennifer se déplaçait parmi les invités, souriante, servant des amuse-gueules. Les sœurs riaient d'une blague privée. C'était l'image de l'harmonie familiale. Après 20 minutes de conversation décontractée dans le jardin, Thomas s'essuya les mains sur une serviette et dit d'une voix forte. Tout le monde, avant de commencer les grillades, j'ai quelque chose à vous montrer à l'intérieur. Ce sera rapide. Son ton était léger, désinvolte. Jennifer le regarda avec curiosité. Montrer quoi? Thomas se contenta de sourire. Venez, tout le monde, c'est important. Il se dirigea vers la maison. Les invités échangèrent des regards, mais le suivirent. Rachel plaisanta sur son côté mystérieux. Michel rit. Ils entrèrent par la porte-fenêtre coulissante dans le salon. Thomas désigna le grand canapé et les fauteuils. Asseyez-vous. Ça ne prendra que quelques minutes. Ils s'installèrent, encore détendus, ne se doutant de rien. Kevin fit une blague, disant que c'était sans doute un diaporama professionnel. Brandon gloussa. Thomas prit la télécommande et alluma la télévision. L'écran s'illumina, affichant le bureau de son ordinateur. Il regarda les 4 sœurs assises là. Jennifer sur le canapé, Rachel dans un fauteuil, Michel et Amanda
sur des chaises qu'il avait ajoutées. Les trois maris étaient dispersés parmi elles. Personne ne comprenait ce qui se passait. Thomas prit une profonde inspiration. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Jennifer. Téléphone caché, sorti tous les jeudis soirs. Alors vendredi dernier, j'ai engagé un détective privé. L'ambiance dans la pièce changea instantanément. Jennifer blêmit. Rachel s'agita, mal à l'aise, dans son fauteuil. Thomas vit la panique commencer à s'installer sur les visages des 4 sœurs. Avant que quiconque puisse parler, Thomas appuya sur lecture. La télévision afficha la première photo, la façade en briques rouges du Lakeside Inn, puis la séquence. Jennifer entrant, Rachel 10 minutes plus tard, Michelle 15 minutes après, et Amanda complétant le groupe. Des horodatages clairs sur chaque image. Le silence dans la pièce était assourdissant. Kevin se pencha en avant, les yeux fixés sur l'écran. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Brandon regarda Michelle, qui avait mis les mains sur sa bouche. Scott était pâle, fixant Amanda comme s'il la voyait pour la première fois. Thomas poursuivit, sa voix glaciale et maîtrisée. Cela se passe tous les jeudis soirs. Pendant des mois, alors que vous trois pensiez que vos femmes étaient à des dîners, des clubs de lecture ou des événements caritatifs, elles étaient ici, dans cet hôtel, avec d'autres hommes. La série de photos suivantes montrait les amants arrivant, les visages nets, sans aucune ambiguïté. Thomas identifia chacun d'eux. Voici le type de Jennifer, celui de Rachel, celui de Michelle et celui d'Amanda. Jennifer se leva, chancelante. Thomas, arrête ça, tu ne peux pas. Il la coupa d'une voix aussi tranchante qu'une lame. Je ne peux pas quoi? Montrer la vérité? Assieds-toi! Jennifer resta debout, tremblante. Rachel se mit à pleurer en silence. Michelle était figée, les yeux rivés sur l'écran, en état de choc absolu. Amanda tenta de se lever, mais Scott lui agrippa fermement le bras. Tu t'assois et tu regardes, dit-il d'une voix basse, mais chargée d'une rage que Thomas reconnaissait, car c'était la même qu'il ressentait. Thomas lança la première vidéo. On y voyait les 4 sœurs quittant l'hôtel vers minuit, marchant ensemble vers le parking. Le son était fort. Elles riaient, bavardaient. On entendait Rachel dire quelque chose comme « Même heure la semaine prochaine ». Michelle commentait qu'elles devaient mieux coordonner leurs histoires. L'audio continua, puis vint la partie que Thomas savait dévastatrice. Amanda disait « Mon mari ne me pose même plus de questions. C'est beaucoup trop facile. » Les autres rirent. Jennifer répondit « Thomas non plus. Il a tellement confiance, c'en est presque pathétique. » Le mot pathétique résonna dans la pièce comme un coup de feu. Kevin se leva brusquement, sa chaise basculant en arrière dans un bruit sourd. Qu'est-ce que vous avez fait? Il regardait Rachel avec un mélange d'incrédulité et de fureur. Rachel essaya de parler, mais seuls des sanglots sortirent. Brandon était maintenant debout lui aussi, pointant l'écran du doigt. Combien de fois, Michel? Michel trouva enfin sa voix, faible et brisée. Brandon, je peux t'expliquer. Il la coupa net. Expliquer? Tu es sur une vidéo en train de rire et de nous traiter d'idiots? Amanda tenta de s'approcher de Scott, mais il recula comme si elle était radioactive. Ne me touche pas! Finalement, Jennifer explosa, se tournant vers Thomas
avec du feu dans les yeux malgré ses larmes. Tu n'avais pas le droit de faire ça, de nous exposer comme ça devant tout le monde. C'est entre nous, entre couples. Thomas s'avança vers elle, et quand il parla, chaque mot était mesuré, calculé pour blesser profondément. Entre couples? Jennifer, tu as détruit cette idée quand vous avez conclu un pacte familial de trahison. Vous en avez fait un projet de groupe, des réunions d'infidélité hebdomadaires. Vous avez utilisé votre sororité pour faciliter le mensonge. Alors non, ce n'est plus privé. C'est une machination qui implique 4 familles. Rachel se leva, ses jambes vacillant, puis s'effondra. Elle s'évanouit, son corps tombant sur le côté. Kevin se précipita pour la rattraper avant qu'elle ne heurte la table basse, mais son visage montrait plus de réflexe que de réelle inquiétude. « Que quelqu'un aille chercher de l'eau, » dit-il d'une voix mécanique. Michel courut à la cuisine et revint avec un verre. Rachel reprit conscience en quelques secondes, gémissant, désorientée. Quand elle réalisa où elle était et ce qui s'était passé, elle se remit à pleurer, cette fois avec des sanglots violents qui secouaient tout son corps. Amanda était recroquevillée sur sa chaise, se tenant le ventre, se balançant d'avant en arrière. Michel avait le visage dans les mains, les épaules secouées de tremblements. Jennifer restait debout, regardant Thomas avec un mélange de haine, de honte et de désespoir. « Tu as tout détruit, » murmura-t-elle. Thomas laissa échapper un rire amer. « Moi? J'ai tout détruit? Jennifer, c'est vous 4 qui avez tout détruit la première fois que vous êtes entrés dans cet hôtel. J'ai seulement allumé la lumière pour que tout le monde puisse voir. » Rachel essaya de se relever, mais ses jambes ne la portaient pas. Michel baissa enfin les mains et dit d'une voix étranglée. « On a fait ça pour maman parce qu'elle a vécu malheureuse toute sa vie. » Kevin l'interrompit d'une voix que Thomas n'aurait jamais imaginée de la part de ce comptable calme et réservé. « N'utilise pas ta mère décédée comme excuse pour ça. N'insulte pas sa mémoire de cette façon. » Michel se recroquevilla comme si elle avait été giflée. Jennifer fit un pas vers Thomas. « Depuis combien de temps préparais-tu ça, cette humiliation publique? » Thomas la regarda dans les yeux. « 2 jours. Depuis que je l'ai découvert vendredi dernier. Et tu sais pourquoi si vite? Parce que je n'ai pas eu besoin de temps pour être sûr. Les preuves étaient claires, contrairement à vous 4 qui avez passé des mois à planifier chaque mensonge. » Amanda parla enfin, la voix rauque. « Scott, je suis tellement désolée. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais… » Scott la coupa. « Tu as raison, ça ne veut plus rien dire. » Il se tourna vers Thomas. « Je peux avoir une copie de tout ça aujourd'hui? » Thomas hocha la tête. « Je te l'enverrai par email dans 1 heure. » La pièce éclata alors en conversation superposée. Kevin et Rachel dans une dispute animée où ils ne cessaient de demander « Depuis combien de temps ?» et où elle ne faisait que pleurer. Brandon et Michel échangeant des accusations, lui exigeant de savoir pour chaque jeudi depuis des mois, elle essayant sans succès de s'expliquer. Scott et Amanda dans un silence pesant. Il se détournait d'elle, elle tendait la main vers son épaule, et il se dérobait. Et Thomas et Jennifer, se fixant à travers la pièce en ruine, 23 ans de mariage s'effondrant autour d'eux. Kevin fut le premier à partir. Il regarda Rachel et dit simplement « Je m'en vais. Fais tes valises et sors de chez moi. Aujourd'hui, Rachel. » Elle tenta de protester, mais il était déjà dehors. Brandon suivit peu après, disant à Michel « On parlera aux avocats. Ne rentre pas à la maison. » Michel s'effondra sur le canapé en sanglotant. Scott fut le dernier des 3 à partir, mais avant de sortir, il regarda Amanda et lui dit quelque chose qui la fit gémir de douleur.
je t'aimais vraiment, et tu as transformé ça en une blague à raconter à tes sœurs. Et il partit. Seules les 4 sœurs et Thomas restaient dans le salon. Jennifer regarda ses sœurs, puis Thomas. Tu es satisfait maintenant? Tu as détruit 4 familles d'un seul coup. Thomas s'approcha jusqu'à se tenir juste en face d'elle. Je n'ai rien détruit, Jennifer. Vous aviez déjà tout détruit. J'ai seulement montré à tout le monde les décombres. Il désigna la porte. Maintenant, fais tes valises et sors de ma maison, aujourd'hui. Maintenant. Jennifer tenta de discuter, mais Thomas éleva la voix pour la première fois. Sors de ma maison! Le cri fit sursauter les 4 sœurs. Jennifer courut à l'étage, les 3 autres la suivant. Thomas entendit le chaos en haut, les tiroirs qui s'ouvraient, les vêtements jetés dans des valises. 20 minutes plus tard, elles descendirent. Jennifer avec 2 grandes valises, les autres portant leurs sacs. À la porte, Jennifer se retourna une dernière fois. Où suis-je censé aller? Thomas la regarda, le visage vide d'émotion. Ce n'est pas mon problème. Peut-être au Lakeside Inn. Vous connaissez toutes bien l'endroit. Les mots claquèrent comme un fouet. Les 4 sœurs partirent et montèrent dans leur voiture garée devant. Thomas les observa par la fenêtre. Elles restèrent assises dans leur voiture pendant près de 10 minutes, pleurant probablement, essayant sans doute de décider quoi faire. Puis, une par une, les voitures s'éloignèrent, et Thomas se retrouva seul dans la maison vide, le barbecue refroidissant dans le jardin, les bières fondant dans la glace, les vestiges d'une réunion de famille qui n'avait jamais eu lieu. Ce soir-là, en rangeant les chaises de jardin et en éteignant le grill inutilisé, Thomas pensa aux 4 sœurs. Il imagina où elles pouvaient être si elles étaient ensemble. Et puis, avec une ironie qui ne lui échappa pas, il réalisa qu'elles l'étaient probablement, sans doute exactement là où elles avaient toujours été le jeudi, au Lakeside Inn. Mais cette fois, pas dans des chambres séparées avec des amants. Cette fois, toutes ensemble, sans nulle part où aller, pleurant sur les mariages qu'elles avaient détruits par leur propre pacte. L'hôtel qui avait abrité leur trahison serait maintenant le témoin de leur chute. Et Thomas, pour la première fois depuis des semaines, dormit d'une seule traite. Lundi matin, Thomas se réveilla tôt comme d'habitude, mais la maison semblait différente. Ce n'était pas seulement le silence. Il y avait toujours eu du silence depuis que les filles avaient déménagé. C'était la qualité du silence. Il n'y avait plus de tension dans l'air, plus cette impression de marcher sur des œufs. Il se fit un café, s'assit à la table de la cuisine et, pour la première fois depuis des semaines, prit son petit déjeuner sans avoir la boule au ventre. Son téléphone vibra. C'était un texto de Kevin. Thomas, merci pour hier. Ça a fait mal, mais il fallait que ça arrive. Rachel n'est pas rentrée. J'ai changé les serrures ce matin. Mon avocat prépare déjà les papiers. Thomas répondit seulement. J'ai fait ce qui devait être fait. Bonne chance pour tout. Quelques minutes plus tard, un autre message, cette fois de Brandon. Je n'aurais jamais cru Michel capable de ça. Je suis dévasté, mais aussi soulagé de connaître la vérité. Merci d'avoir eu le courage de tout exposer. Et enfin, Scott. Amanda a essayé de m'appeler 23 fois la nuit dernière. J'ai bloqué son numéro. Les papiers du divorce seront déposés cette semaine. Thomas posa son téléphone et pensa aux 3 hommes, chacun faisant face à la même douleur que lui, chacun devant reconstruire une vie qu'il croyait solide
mais qui s'était révélé bâti sur du sable mouvant. Mais au moins, maintenant, il connaissait la vérité. Il ne vivait plus dans l'illusion. À 10 heures, Thomas appela son bureau et demanda une semaine de congé. Je dois régler des choses, dit-il à son supérieur, des affaires personnelles urgentes. Accordé sans question. Il avait 3 semaines non utilisées en réserve. Mardi, Thomas se rendit dans un cabinet d'avocats du centre-ville, l'un des meilleurs de la ville, spécialisé dans les divorces complexes. L'avocate, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Patricia Hoffman, écouta toute l'histoire sans l'interrompre, ses yeux s'écarquillant un peu plus à chaque preuve que Thomas lui montrait de l'enquête de Frank. Monsieur Morrison, dit-elle quand il eut terminé, en 27 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu d'aussi organisé. Ce n'est pas un simple cas d'infidélité, c'est une conspiration familiale. Thomas hocha la tête. Je sais, et je veux que ce soit clair dans la procédure. Je ne veux pas de règlement à l'amiable. Je ne veux pas de médiation. Je veux un divorce pur et simple, et je veux que les raisons soient documentées. Patricia prit des notes. Avec ces preuves, vous avez un dossier solide. L'Illinois est un État où le divorce sans faute est la norme. Mais cela aura tout de même son importance pour la division des biens et les éventuelles questions de pension alimentaire. Elle pourrait essayer de réclamer qu'elle y a droit, l'interrompit Thomas. Elle travaille, elle gagne bien sa vie. Nous avons construit notre patrimoine ensemble. Je sais qu'il sera partagé. Ça m'est égal. Je veux juste que la raison soit consignée, pour que, quand nos filles liront les documents, il n'y ait aucun doute sur ce que leur mère a fait. Cet après-midi-là, alors que Patricia commençait à préparer les documents, Thomas reçut un appel inattendu. C'était Gerald Morrison, le père de Jennifer et des 3 autres sœurs, un homme de 72 ans que Thomas avait toujours respecté. Thomas. La voix du vieil homme était étranglée. Jennifer m'a raconté ce qui s'est passé, du moins sa version. Puis j'ai appelé Kevin, Brandon, Scott. Chacun m'a raconté la même histoire. Mon garçon, je n'ai pas de mots. Thomas s'assit sur le bord du lit, le téléphone collé à l'oreille. Monsieur Morrison, je suis désolé que vous ayez à traverser ça. Gerald laissa échapper un son à mi-chemin entre un rire et un sanglot. Tu es désolé? Thomas, tu as été trahi et tu t'excuses auprès de moi? Quel genre d'homme es-tu? Il fit une pause. Ma femme, leur mère, elles l'utilisent comme excuse, disant qu'elles ont fait ça pour elle parce qu'elle était malheureuse. Thomas ferma les yeux. Je sais, Jennifer a mentionné ça. Gerald continua, sa voix plus ferme maintenant, plus en colère. Mon Hélène n'était pas malheureuse, c'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle a choisi notre vie ensemble. Y a-t-il eu des moments difficiles? Bien sûr. Quel mariage n'en a pas? Mais elle m'aimait, et je l'aimais. Et maintenant, mes filles ont pris sa mémoire et l'ont tordue pour justifier cette chose. Il prit une profonde inspiration. Thomas, je veux que tu saches que tu seras toujours mon gendre. Tu seras toujours le bienvenu chez moi. Quant aux filles, Jennifer, Rachel, Michelle, Amanda, elles ne le sont pas tant qu'elles n'auront pas compris la gravité de leurs actes. Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. Merci, monsieur. Ça compte beaucoup pour moi. Jeudi, une semaine exactement après leur dernière rencontre à l'hôtel, Thomas était dans son bureau à domicile lorsque le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu,
mais il répondit. La voix à l'autre bout du fil était jeune, féminine, nerveuse. Monsieur Morrison, je m'appelle Amanda, pas l'Amanda de votre famille. Je suis la directrice du Lakeside Inn. Thomas se redressa. Oui? La femme hésita. Écoutez, je ne devrais pas appeler, mais les 4 femmes des photos, elles séjournent ici depuis dimanche, toutes dans la même chambre. Elles ont l'air anéanties. Et aujourd'hui, l'une d'elles, la blonde, Rachel, je crois, a fait un malaise dans le hall tout à l'heure. Nous avons dû appeler les secours. Thomas sentit une oppression dans sa poitrine, mais ce n'était pas de l'inquiétude. C'était juste la reconnaissance que les actions ont des conséquences. Pourquoi m'appelez-vous? Amanda, la directrice, soupira. Parce que la facture n'est pas payée depuis 5 jours. Elles ne peuvent pas payer. Leurs cartes ont toutes été refusées, et quand j'ai demandé une pièce d'identité, j'ai réalisé qui elles étaient. Je me suis souvenu des photos qui ont circulé. Bref, j'ai pensé que vous devriez savoir. Thomas réfléchit un instant. À combien s'élève la facture? Elle lui donna le montant. Thomas dit, je vais payer, mais seulement pour 2 nuits de plus. Après ça, elles doivent partir, et je ne veux pas qu'elles sachent que c'est moi qui ai payé. Compris? La directrice accepta, soulagée. Thomas raccrocha et fixa son téléphone. Il ne faisait pas ça pour Jennifer. Il le faisait parce qu'il avait encore de la dignité, encore de la compassion, même envers ceux qui ne la méritaient pas. Mais c'était tout. Juste ça, et rien de plus. Les jours se transformèrent en semaines. Thomas vendit la maison de Naperville. Trop de souvenirs, trop de fantômes dans chaque pièce. Il acheta un appartement moderne dans le centre de Chicago, au 18e étage, avec vue sur le lac Michigan, un endroit où tout était neuf, où rien n'avait l'odeur de Jennifer. Ses filles, Rebecca et Caroline, prirent de l'avion pour rentrer quand il leur raconta la vérité. Leur réaction fut le choc, puis la fureur contre leur mère, puis une profonde tristesse. Comment a-t-elle pu? Demanda Rebecca, les larmes coulant sur son visage. Comment a-t-elle pu te faire ça? À nous? Thomas serra ses 2 filles dans ses bras. Elles étaient adultes maintenant, mais à cet instant, elles semblaient de nouveau des enfants. Les gens font des choix, dit-il simplement. Et parfois, ces choix révèlent qui ils sont vraiment. Les filles le soutinrent sans hésitation. Jennifer essaya de les appeler, de leur envoyer des messages. Elles ne répondirent pas. 2 mois après le dimanche qui avait tout changé, Thomas était dans son nouvel appartement, rangeant des livres sur une étagère, quand l'interphone sonna. C'était un coursier avec une lettre recommandée. À l'intérieur, des papiers de l'avocat de Jennifer. Elle contestait le divorce, demandait une médiation, affirmant que Thomas l'avait exposée publiquement et lui avait causé une détresse émotionnelle extrême. Thomas lut la lettre, la tendit à Patricia et dit seulement « Répondez en niant tout et accélérez la procédure. » Patricia sourit. « Avec plaisir. » La semaine suivante, Thomas apprit par Kevin que les 4 sœurs avaient finalement quitté le Lakeside Inn, mais elles n'étaient plus ensemble. Rachel avait emménagé chez une cousine dans l'Indiana. Michelle logeait chez ses parents, bien que Gerald ait clairement indiqué que c'était temporaire. Amanda avait loué un minuscule appartement dans la banlieue de Chicago. Et Jennifer était dans un petit appartement à Evanston, seule, travaillant, mais complètement isolée socialement. Le pacte s'était désintégré. Les sœurs ne se parlaient même plus, chacune rejetant la faute sur les autres, chacune se noyant dans sa propre honte. Thomas se mit à reconstruire sa vie méthodiquement.
salle de sport tous les matins, travail la journée, dîner avec des amis qu'il avait négligés dans les dernières années de son mariage. Un week-end, il s'envola pour Boston voir Rebecca. Le suivant, à Denver pour voir Caroline. Il se mit à voyager, chose que Jennifer avait toujours refusé de faire. Il alla au Grand Canyon, à Yellowstone, dans des endroits qu'il n'avait vus qu'en photo. Et dans chaque lieu, il sentait des morceaux de lui-même se réassembler, sa dignité restaurée, brique par brique. 6 mois après la confrontation, un jeudi soir, l'ironie ne lui échappa pas. Thomas dînait seul dans un restaurant italien sophistiqué du centre de Chicago. Il avait un livre ouvert à côté de son assiette, un excellent vin rouge, et appréciait sincèrement son repas. C'est alors qu'il vit Jennifer de l'autre côté du restaurant. Elle était avec quelqu'un, un homme que Thomas ne reconnaissait pas l'un des amants des photos. Elle avait l'air différente, plus mince, les cheveux plus courts, des vêtements moins soignés. Elle le vit au même moment. Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Thomas vit le choc sur son visage, la vit déglutir difficilement, vit ses mains trembler. L'homme, avec elle, dit quelque chose. Elle répondit sans quitter Thomas des yeux. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Jennifer se leva et se dirigea vers sa table. Thomas posa son livre et attendit. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, les mains jointes devant elle. Thomas. Sa voix était faible, lasse. Jennifer. Il garda un ton neutre. Elle regarda le livre, le vin, l'assiette à moitié finie. Tu as l'air bien. Thomas hocha la tête. Je vais bien. Un silence pesant. Puis Jennifer dit, la voix brisée. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Thomas prit une gorgée de vin avant de répondre. Oui. Jennifer se mordit la lèvre. Les filles ne me parlent plus. Mon père me parle à peine. Mes sœurs, on ne se parle plus. Tout le monde rejette la faute sur les autres. J'ai perdu mon mariage, ma famille, ma réputation, tout. Thomas posa son verre. Et pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Elle le fixa, des larmes dans les yeux. Parce que je voulais que tu saches que j'ai compris, maintenant, que j'ai payé, que je... Il l'interrompit d'une voix basse mais ferme. Jennifer, tu ne payes rien. Tu vis avec les conséquences de tes choix. Ce n'est pas la même chose. Et quant à moi, je n'ai pas besoin de savoir. Ça ne m'importe plus. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Ça ne t'importe plus? Thomas secoua la tête. Non, ça m'a importé pendant 23 ans. Ça m'a importé quand tu me trompais. Ça m'a importé quand je l'ai découvert. Ça m'a importé quand j'ai dû détruire l'illusion de notre vie commune. Mais maintenant, tu n'es qu'une étrangère que j'ai connue autrefois. Jennifer recula, comme si on l'avait poussée. Les larmes coulaient maintenant sans retenue sur son visage. Je t'aime encore, murmura-t-elle. Thomas esquissa un sourire, mais sans cruauté, teinté seulement de tristesse. Non, ce n'est pas vrai. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais la sécurité, le confort, l'image que nous projetions. Mais l'amour ne trahit pas. L'amour ne conspire pas. L'amour ne rit pas avec tes sœurs de la facilité avec laquelle on dupe un mari pathétique. Il marqua une pause. Maintenant, je te prie de retourner à ta table. J'appréciais mon dîner en solitaire. Jennifer resta là quelques secondes, pétrifiée, puis tourna les talons et retourna d'un pas chancelant vers sa table. L'homme qui l'accompagnait lui demanda quelque chose. Elle se contenta de secouer la tête. 5 minutes plus tard,
Ils quittaient le restaurant. Thomas les regarda passer devant la vitrine. Jennifer jeta un dernier regard en arrière. Lui était déjà replongé dans son livre. Le jeudi suivant, car Thomas avait délibérément choisi de faire des jeudis sa journée spéciale, il était dans son nouvel appartement avec Rebecca et Caroline, venus lui rendre visite ensemble. Ils préparèrent des pizzas maison, regardèrent un mauvais film et rirent de leurs blagues que seuls eux pouvaient comprendre. À un moment, Rebecca dit « Papa, je suis fière de toi, de la façon dont tu as géré tout ça. Tu n'es pas devenu aigri. Tu n'es pas devenu un homme en colère. Tu as juste tourné la page. » Thomas regarda ses deux filles, devenues des femmes fortes et indépendantes, et ressentit une profonde gratitude. « J'ai appris quelque chose, dit-il. La dignité ne vient pas du pardon de l'impardonnable. Elle vient de la capacité à savoir quand s'éloigner et ne jamais se retourner. Ina. Caroline leva son verre de soda. À la dignité alors. Ils trinquèrent tous les trois. Un an après le dimanche qui avait tout changé, Thomas était pleinement installé dans sa nouvelle vie. Le divorce était finalisé. Jennifer n'avait rien reçu au-delà de la division légale des biens, aucune pension alimentaire, aucun arrangement supplémentaire. Les documents en précisaient très clairement la raison. Infidélité conjugale préméditée et continue. Kevin, Brandon et Scott avaient également finalisé leur divorce. Les 4 hommes se retrouvaient occasionnellement pour dîner, formant une fraternité imprévue de survivants. Ils ne parlaient pas de leurs ex-femmes. Ils parlaient de travail, de leur passion, de leurs projets d'avenir. Des 4 sœurs Morrison, Thomas savait peu de choses. Rachel avait déménagé définitivement en Indiana. Michelle essayait de reconstruire sa relation avec son père sans grand succès. Amanda avait perdu son emploi et occupait un poste moins prestigieux. Et Jennifer restait à Evanston, invisible, insignifiante. Le pacte des sœurs Morrison était devenu une histoire murmurée dans les cercles sociaux de Naperville, une légende urbaine édifiante sur la façon dont les mensonges partagés, même en famille, finissent par s'effondrer sous le poids de la vérité. Et Thomas Morrison, le comptable de Chicago qui avait tout révélé un dimanche d'avril, devint le symbole de quelque chose que beaucoup ne pouvaient pas tout à fait nommer. Ce n'était pas de la vengeance. Il n'avait rien détruit qui n'était pas déjà brisé. Ce n'était pas de la cruauté. Il avait seulement mis la vérité en lumière. C'était quelque chose de plus simple et de plus profond. Le refus de vivre dans le mensonge, le choix de la dignité plutôt que du confort, le courage d'accepter que parfois, s'aimer soi-même signifie laisser partir celui ou celle que l'on a le plus aimé. Un jeudi soir, 1 an et demi plus tard, Thomas se tenait sur le balcon de son appartement, contemplant le lac Michigan qui reflétait les lumières de la ville, un verre de vin à la main, complètement seul, mais en aucun cas solitaire. Et il réalisa que c'était peut-être là la plus grande différence entre Jennifer et lui. Elle avait cherché la liberté à travers les mensonges et avait trouvé la prison. Il avait accepté la vérité et avait trouvé la libération. Et Thomas Morrison comprit enfin que la véritable dignité ne se mesure pas à la douleur que l'on peut infliger à ceux qui nous ont blessés, mais à la paix que l'on peut trouver en s'éloignant d'eux, la tête haute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!